Hello, everyone. Bonjour. Bonjour tout Welcome. le monde, bienvenue. Thank you. Miguel, Sit down, get comfortable. merci. Installez-vous confortablement. And of course, we're just going to keep Évidemment, nous allons attendre un instant pour donner le temps à tout le monde de se connecter à l'audio avant de plonger dans du matériel très profond, des conversations profondes. welcome everyone. Bienvenue tout le monde, je m'appelle Jacqueline Hall, je suis gestionnaire à la Fondation canadienne des femmes. Je suis ravie d'être la personne qui s'occupe de la technique, qui vous souhaite la bienvenue, qui souhaite la bienvenue à tous nos animateurs, animatrices, nos invités spéciaux, spéciales, et qui vont nous parler aujourd'hui de la diversité de genre et l'inclusion. Vous allez me voir passer du français vers l'anglais à plusieurs reprises. Donc, je vais commencer par cette question technique. Au bas de votre écran Zoom, vous devriez avoir un onglet d'interprétation. Vous pouvez choisir l'anglais ou le français si vous n'êtes pas à l'aise avec ces deux langues. Et je vais le répéter en français. Écoutez uniquement en français. Il y a un bouton pour un service d'interprétation. Vous voyez le bouton dans le panel d'outils de Zoom. Donc, nous avons l'assistance d'interprète anglais-français. Vous allez aussi voir des interprètes de langage signe du Québec. Et en anglais, for the folks who speak English, you will also see or speak English. Pour les personnes qui préfèrent l'interprétation ASL, la langue des signes américaine, nous avons des interprètes en langue des signes américaine et québécoise avec nous. Et finalement, vous avez également l'option de lire les sous-titres en direct si c'est une option qui vous aide à suivre pour quelque raison que ce soit. Un peu de mise en contexte. Cette séance s'adresse aux organismes qui reçoivent du financement de la Fondation canadienne des femmes. Hors de la pandémie, normalement, nous avons des rencontres en personne pour permettre aux bénéficiaires de se rencontrer, de réseauter, d'apprendre les unes des autres. Mais évidemment, au cours des 2 dernières années, ça a été un défi. Et en ce moment, nous organisons des espaces en ligne pour apprendre et échanger. Peut-être que c'est un peu moins efficace par rapport à la création de liens, mais on espère quand même que les gens puissent faire des rencontres significatives. Nous vous remercions d'être ici aujourd'hui. Avant de passer la parole à nos animatrices, animateurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Salish Wesley. Salish est personne éducatrice bispirituelle. Salish travaille au Centre de ressources autochtones de sa région et continue à présenter une grande diversité d'événements en lien avec les enseignements bispirituels. Étant donné que Salish enseigne dans sa culture traditionnelle Salish. Salish peut offrir une oreille attentive, empathique et une écoute. Nous vous souhaitons la bienvenue, Salish, et nous vous invitons à ouvrir notre séance et nous dire ce que vous souhaitez entendre de la part des participants aujourd'hui. Comment vous comptez participer? Donc, la parole est à vous, Salish. Casta musquium. Atal squalawal, quals quetzlala. I've just introduced myself to you in my own. Je viens de me présenter dans ma langue. J'ai nommé mon nom traditionnel et j'ai parlé des nations dont je viens. Et j'ai dit à quel point c'est extraordinaire de voir vos visages lumineux aujourd'hui.
J'espère que ces rassemblements, même s'ils sont limités à être en ligne, j'espère que ces rassemblements nous permettront de continuer à être en communication les uns avec les autres, à sentir le lien entre nos cœurs, peu importe l'endroit où nous sommes, en tant que splendide être humain. Et grâce au fait que nous sommes tous de bonnes personnes, je crois que c'est extraordinaire de voir que nous sommes capables de faire des efforts pour montrer que nous sommes en lien les unes avec les autres dans un monde où, en ce moment, il y a beaucoup de traumatismes, de difficultés et de douleurs. Nous ne devons pas oublier que nous avons toujours la lumière, l'amour. Nous avons nos ancêtres. J'ai des ancêtres, des milliers, des millions d'ancêtres qui sont avec moi, qui me rappellent le travail que nous faisons, qui me rappellent ce que nous devons faire pour continuer à faire de notre monde un endroit habitable et encore plus qu'habitable, magnifique. Je crois que des rencontres comme celle d'aujourd'hui ont beaucoup de potentiel pour nous aider à comprendre les connaissances autochtones auxquelles nous avons accès. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont autochtones, je le dis parce qu'en ce moment difficile, incertain, et puis on parle bien au-delà de la pandémie. En ce moment, il y a d'autres enjeux sociaux, d'autres catastrophes. Je pense que c'est très beau de voir que nous nous rassemblons, que nous nous réunissons, que nous échangions des vérités, que nous tissions des histoires ensemble. Quand nous aurons traversé cette époque et que nous aurons retrouvé la paix, nous aurons peut-être tissé de splendides tapisseries entre-temps. Dans des moments comme celui-ci où nous échangeons dans un espace sûr, où nous apprenons à être plus humbles, plus douces, parce qu'au bout du compte, peu importe d'où nous venons sur l'île de la Tortue, nous ne pouvons que compter les unes sur les autres. Le son de Salish a disparu pour l'interprète. Inaudible. Inaudible. Nous sommes toutes humains, humaines. Nous avons tout le droit d'être ici. Inaudible. Je crois qu'on perd le son. Oui. Ah, Salish, nous vous avons perdu un instant. On a perdu une partie de votre commentaire. On vous entend maintenant. J'espère que nous serons toutes en mesure d'être présentes pour toute la séance, présentes les uns auprès des autres. J'espère que nous ouvrirons nos esprits et nos cœurs pour recevoir ce que nous ne connaissons pas. C'est un des superbes enseignements de mes propres aînés. Nous avons 2 oreilles et une bouche, donc nous écoutons 2 fois plus que nous parlons. J'espère que tout le monde aujourd'hui sera bonne et humble. J'espère que tout le monde aujourd'hui sera capable de faire face
à des enjeux difficiles auxquels nous avons peut-être fait face par le passé afin d'aller de l'avant. Finalement, je vous laisserai sur un dernier commentaire avant de continuer avec le reste de la rencontre. Je vous parlerai de quelque chose qu'un aîné m'a laissé. Son nom, c'était Arnold Ritchie. Et avant d'ouvrir ou de clore une séance comme celle d'aujourd'hui, il levait les mains et il disait « Tout le monde doit se rappeler que nous sommes toutes de bonnes personnes. Parfois, nous avons l'impression de ne pas être très bonnes. Parfois, nous avons l'impression que les personnes qui devraient être bonnes ne sont pas très bonnes, mais c'est un enseignement de base qui nous ramène à notre enfant intérieur. Parce que c'est là où vit notre équilibre. Et notre équilibre nous aidera à vivre et à réussir dans ce monde. L'aîné dont je parle, vous m'entendez? Salish, je crois qu'on vous entend encore. Oui, votre écran était gelé, mais on vous entend. L'aîné dont je parle nous a offert les connaissances des 7 lois de la vie qui viennent du territoire Stathlin au Mont Currie, en Colombie-Britannique. Et il nous a dit que les 7 lois de la vie sont la santé, le bonheur, les générations, la générosité, l'humilité, le pardon et la compréhension. Je vais les écrire dans la boîte de chat plus tard parce que chacun de ces termes, bon, ils sont assez clairs, mais il y a si j'avais tout le temps dont j'avais besoin, je vous parlerais des enseignements qui sous-tendent ces lois, mais au moins vous avez le cadre, les grandes lignes de comment ils sont organisés. Et ce sont des principes qui nous aident à aller dans la bonne direction, vers plus d'amour, plus de soins pour ce magnifique monde que nous partageons. Je vous souhaite une bonne santé à toutes, à tous. Je vous souhaite d'avoir des pensées claires. Et dans plusieurs heures, je vous souhaite un magnifique sommeil réparateur. Sur ce, je dis à toutes mes relations. Merci, Salish. Merci pour ces mots de sagesse. J'espère que tout le monde arrive dans cet espace avec un cœur ouvert, un esprit ouvert. L'idée aujourd'hui, c'est de bâtir de l'empathie, des connaissances afin de mieux offrir des services aux gens de façon à renforcer leur pouvoir d'agir. Merci. Je vais prendre un instant pour faire notre reconnaissance territoriale. Donc, nous avons des gens de partout de l'île de la Tortue. Ici, sur cet appel, le travail de la Fondation a lieu partout sur l'île de la Tortue et nous voulons reconnaître que nous sommes sur les territoires de Premières Nations, de communautés métisses et inuites et autochtones. Nous partageons ces espaces. Nous sommes ravis que Salish ait pu ouvrir l'espace de façon appropriée. Un petit élément technique avant de présenter nos animateurs, animatrices. Des réunions en petits groupes suivant la présentation. Il y a un groupe dédié aux francophones ou à ceux et celles qui aimeraient participer en français.
On veut juste le souligner ici que rendu le temps de choisir nos groupes, il y a un groupe dédié à ceux qui souhaitent parler ou participer en français. So without further ado, I'm going to introduce our two Sans plus tarder, je vais présenter nos deux personnes responsables de l'animation. Samantha Gray, vous la voyez à l'écran, elle est de la nation Sigakin, en territoire du traité 4. Samantha est actuellement une étudiante à Vancouver en 4e année à l'université. Elle travaille surtout dans le domaine de la prévention de la violence. Elle soutient des personnes qui ont vécu de la violence intime et ou de la violence sexuelle. Elle est passionnée par l'éducation publique, l'engagement public et tout ce qui touche Marvel. Avec Samantha, nous avons Elliot Newton qui salue également de la main. En matière de santé sexuelle au Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité. Et elle travaille avec la communauté queer pendant plus de 8 ans dans le monde de l'éducation de LGBTQ. Et elle a formé plus d'1 millier de professionnels de la santé, de même que des centaines d'enseignants et enseignantes, de milliers d'étudiants et de jeunes. Elliot ressent beaucoup de fierté d'avoir formé une multitude de populations d'élèves de la maternelle à des PDG, notamment pour des clients comme le Parti vert du Canada et divers services au sein du gouvernement du Canada. Expliquer la pertinence du genre et de la sexualité, surtout dehors des cours de santé, lui tient très à cœur. Dans sa vie personnelle, Elliot est généralement à la maison avec son partenaire Michael et leurs 2 chats, à boire du bon café et à créer quelque chose avec ses mains tout en écoutant le podcast policier du moment. So, I hand the floor over to both of you, Elliot and Samantha, to guide us. Je passe donc la parole à vous deux, Elliot et Samantha, pour nous faire votre présentation sur la diversité de genre et l'inclusion et pour nous présenter toutes les activités que vous avez préparées. Merci beaucoup de nous recevoir. Nous sommes pleins de gratitude. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de vous rencontrer. Je vais inviter ma collègue Sam à partager son écran pour que nous puissions vous montrer nos diapos. Très bien. J'ai partagé mon écran. Très bien. Merci. Au Centre canadien pour la diversité de genre et diversité sexuelle, nous utilisons une technologie qui s'appelle HairDAC qui va nous permettre, vous permettre de participer de façon anonyme tout au long de la présentation si vous le souhaitez. Si vous voulez vous joindre à nous de façon anonyme, vous pourrez ouvrir n'importe quel navigateur web et aller à joinpd.com. Vous serez ensuite invité à écrire les 6 lettres que vous voyez à l'écran ici. Et ça devrait vous montrer une image de 7 diapos et vous permettre, si vous le souhaitez, de participer de façon anonyme à la séance d'aujourd'hui. Si c'est difficile pour vous, vous ne voulez pas faire les démarches techniques, il n'y a pas de problème. Vous avez également accès à la boîte de clavardage Zoom. HairDAC, c'est juste intéressant parce que ça permet aux gens d'exprimer des idées peut-être qui vous causent un peu d'embarras ou si vous vous sentez gêné. Parfois, quand on découvre de nouveaux renseignements, on peut être un peu gêné de poser certaines questions. Donc voilà, l'outil est là. Nous allons vous donner quelques secondes pour vous brancher sur cette plateforme si vous le souhaitez. Sam, est-ce qu'il devrait y avoir un moyen de prendre le lien? Oui, ça va générer le lien pour tout le monde. Très bien. Donc, vous pouvez maintenant cliquer sur le lien.
I'll just give it another 30 Je seconds. vais vous donner encore un petit instant avant de commencer. And the link in the chat will... Le lien dans le chat va fonctionner durant toute la présentation. Donc, si vous n'avez pas cliqué sur le lien maintenant, mais voulez vous joindre à nous tout à l'heure, le lien sera toujours là. Ou si quelque chose se passe et vous cliquez trop rapidement, vous fermez quelque chose, vous allez pouvoir retourner vers le lien. Donc, je pense que je vous ai donné probablement assez de temps et puis on veut commencer. Alors, voyons. Bonjour. Bonjour tout le monde. On vient de lire nos bios, donc je ne tarderai pas trop. Sam et moi sommes vraiment très ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons hâte d'échanger et d'enseigner. Je vous invite à participer à la participation d'une façon qui est significative pour vous. Vous aurez à plusieurs reprises l'occasion de répondre à des questions. Anglais. Alors, si vous voulez, vous pouvez participer dans la langue de votre choix. So you can type your answers in either language. Vous pouvez écrire vos réponses dans n'importe quelle des deux langues et je pourrai les comprendre en tant que personne animatrice. Donc, sentez-vous bien à l'aise de parler avec nous dans la langue de votre choix. Sam, veux-tu passer à la diapo technique pour donner la chance à tout le monde d'expérimenter avec notre technologie? Donc, si vous avez ouvert la boîte Internet, l'écran Internet, il devrait y avoir une boîte sur laquelle vous pouvez écrire et on vous demande d'écrire votre couleur préférée. Et si vous ne voulez pas utiliser Pear Deck, vous pouvez... We're just trying to make sure everyone's awake. I can show the responses now. We have 21. Sam, if you just want to click the little squares up at the top left, it'll show the answers in like blocks instead of on lines. Yeah. Oh, okay. Awesome. A lot of blue. I'm a big fan of this color, teal. That's my color. Kelsey says there's no ugly shade of blue. I think that's a bold statement, Kelsey. I think I could find an ugly shade of blue. So we played a little trick on you here because all of you have demonstrated that you definitely understand. Jackie, could you potentially address there doesn't seem to be French interpretation happening at the moment. Est-ce qu'on entend? Désolé. On vous a joué un tour, vous avez toutes participé, donc vous ne pouvez pas faire semblant plus tard que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous avez montré que vous comprenez l'aspect technique, donc vous aurez l'occasion de participer avec nous tout au long de la présentation. Sam, à toi. Donc, je me suis déjà présentée. Je suis Samantha Elliott. Je veux vous parler de quelques petits éléments logistiques et d'ambiance. Nous faisons de notre mieux pour faire de cet espace un espace sûr et nous reconnaissons que toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu cherchent à faire la même chose.
Donc, c'est possible que vous viviez des micro-agressions, que vous sentiez que le contenu soit déclencheur d'émotions fortes et nous vous invitons à faire ce que vous avez besoin de faire pour prendre soin de vous. Donc, soyez bien à l'aise de ne pas faire de commentaires, de ne pas de vous engager dans une conversation. Vous pouvez éteindre votre caméra si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une caméra vidéo constamment allumée. Nous vous encourageons à créer une zone de confort et à l'élargir un petit peu plus. Donc, installez-vous dans l'inconfort. Vous avez une zone de confort et puis si vous allez un peu au-delà de cette zone, dites-vous que ça peut être correct que de se sentir mal à l'aise pour faire grandir votre zone de confort. Donc, nous vous encourageons à le faire et finalement, nous vous encourageons absolument à nous faire part des leçons que vous avez apprises aujourd'hui, mais nous voulons insister sur la confidentialité. Donc, s'il y a des personnes qui parlent d'expériences personnelles, d'histoires personnelles, nous voulons nous assurer que ça reste au sein du groupe. Si vous avez besoin de soutien particulier pendant la rencontre, vous pouvez faire appel à Alina ou à Jackie. Et une dernière note sur le langage. Elliot et moi-même utilisons un langage qui peut sembler de base et c'est une décision intentionnelle. Il y a des personnes qui viennent de différents domaines, différents milieux de travail et il y a des personnes qui travaillent en soutien avec des jeunes et nous voulons utiliser un langage qui est accessible et qui vous donne les outils et le langage nécessaire pour expliquer les concepts que nous avons abordés si jamais la situation se présente. So this is a question that I would like to pose to the Alors, group. ça, c'est une question que j'aimerais poser au groupe, à laquelle vous pouvez répondre sur Pear Deck ou dans le chat. J'ai les deux fenêtres d'ouvertes. Donc, qu'est-ce que le genre? Comment comprenez-vous ce qu'est le genre? Je vais accorder aux gens quelques minutes pour répondre. Alors, je vois déjà des réponses qui arrivent. C'est génial. Alors, je vais montrer les réponses qu'on a reçues ici. Si vous êtes encore en train d'écrire, continuez d'écrire. C'est correct que les réponses vont s'afficher à l'écran au fur et à mesure. Donc, il y a toutes sortes d'excellentes réponses. Excuse-moi, Elliot, j'aimerais que tu traduises les réponses qui apparaissent en français. Alors, le genre, c'est une construction sociale. Le genre est un concept construit par la société fondé sur la séparation des rôles attribués à chaque sexe sur les millénaires. Ensuite, le genre, c'est comment tu t'identifies. Le genre, c'est une expression. Le genre, c'est une construction sociale de la masculinité, de la féminité, de comment les gens s'identifient ou veulent être identifiés dans le monde. Le genre, c'est peu importe ce que tu veux que ce soit. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut décider pour quelqu'un d'autre. Donc, je vois que les gens comprennent bien. Le genre, c'est un spectre. Elliot, est-ce que tu voudrais traduire cette réponse? Oui, cette personne dit « Celui avec lequel on est né est aussi celui que l'on a choisi. » Ah oui, c'est intéressant. Le genre et l'identité et l'expression, c'est une construction sociale. C'est comment tu te définis en dehors de la sexualité. C'est une construction, c'est une expression de l'identité qui est construite par la société. C'est un continuum de l'identité. Et la dernière, c'est « ce n'est qu'une partie de mon identité ».
J'aime beaucoup cette précision. Je vais regarder dans le chat rapidement. Alors, c'est comment tu te sens par rapport à ton corps et à ton identité. Il y a une personne qui dit c'est une forme d'identité qui peut être vécue et exprimée de façon différente. Ensuite, le genre est une construction sociale qui dit comment un individu s'identifie ainsi que comment la société peut identifier quelqu'un. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de la compréhension sociale du genre. C'est une des nombreuses façons dont on peut se sentir par rapport à soi-même à l'intérieur. Donc, merveilleux, bonne réponse tout le monde. Comme beaucoup de gens l'ont déjà exprimé, le genre, c'est comment est-ce qu'on se définit. C'est la compréhension profonde de son propre cerveau sur qui on est à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont cerné le fait que c'est quelque chose qui est interne, c'est ta propre identité, c'est comment tu te sens toi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment touché vraiment à cet aspect-là. Les façons dominantes desquelles on comprend le genre, c'est que ça existe sur une échelle binaire, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est une simplification de quelque chose qui est très complexe. Comme on le sait, il n'y a rien dans notre monde qui vraiment entre parfaitement dans un moule. Et la culture dominante nous dit qu'il y a deux catégories de genre. Encore une fois, c'est l'idée de la construction sociale. Donc, il y a des gens. Donc, la société nous dit que certaines personnes se trouvent dans la boîte homme et que d'autres se trouvent dans la boîte femme. Et on se dit aussi que toutes les personnes qui se trouvent dans la boîte homme se sentent de la même façon, s'expriment de la même façon, utilisent le même vocabulaire et ont l'air de la même chose. Et la binarité du genre exprimée par la société nous dit qu'on a seulement le droit de choisir une boîte, juste une boîte, et on ne peut pas s'identifier en dehors des boîtes. On n'a pas le droit d'être dans les deux boîtes en même temps. On n'a pas le droit de se déplacer d'une boîte à l'autre. La binarité des genres nous dit que toutes les personnes dans une boîte sont les mêmes et qu'elles partagent les mêmes caractéristiques et c'est que ces deux boîtes sont opposées fondamentalement l'une envers l'autre et qu'elles ne peuvent pas, il ne peut pas y avoir de croisement, de chevauchement entre les deux boîtes. Donc, ça, c'est l'idée de la binarité qui exprime qu'il y a seulement ces deux boîtes-là et qu'il n'y a rien qui existe en dehors de ça. Comme Sam vient de l'expliquer, ces idées nous viennent d'un contexte historique très précis. La compréhension la plus populaire du genre qu'on a proviennent du colonialisme. Elles sont fondées sur une perception du monde qui est très particulière, une perception du pouvoir et de l'utilisation du pouvoir qui est très particulière et qui a droit à avoir accès au pouvoir et qui n'a pas accès au pouvoir. Et ces idées-là n'existent pas dans la nature, elles n'apparaissent pas de nulle part magiquement. Ce sont des idées qui ont été construites. Et une des choses qui est importante de comprendre pour nous, c'est particulièrement pour les personnes qui sont de descendance colonialiste, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a grandi avec ces valeurs-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut respecter ces valeurs-là. Et je dirais qu'on n'a pas le droit de dire que nos valeurs sont meilleures que les valeurs des autres, mais ce sont des idées qui ont une influence disproportionnée sur les sociétés occidentales et sur la culture occidentale aussi. Et autre chose que j'aimerais partager avec vous, ou partager ma compréhension limitée, du moins, parce que moi aussi, je suis de descendance coloniale, c'est que ici, sur l'île de la Tortue, il y a un grand groupe de gens qui ne font pas partie de ce binarisme culturel. Vous avez peut-être entendu le terme deux esprits auparavant, et moi, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que le terme deux esprits, c'est utilisé pour référer à un groupe de personnes qui ont des identités culturelles différentes mais spécifiques qui sont associées aussi à leur identité autochtone. C'est un concept qui est difficile à expliquer en anglais ou en français parce qu'il n'y a pas d'équivalent, de mot équivalent en anglais ou en français, parce qu'il se réfère vraiment à une identité que nous n'avons pas, pour laquelle nous n'avons pas de vécu ou d'expérience. Donc,
parfois, il y a des méconceptions. En fait, on peut mal comprendre. On pense que les personnes qui sont deux esprits vont avoir l'air de la même chose, vont agir de la même façon, alors que c'est un groupe de personnes qui est très divers. Mais traditionnellement, les personnes deux esprits étaient des personnes qui étaient comprises comme étant des leaders dans leur communauté. Et il y a encore énormément de personnes deux esprits sur l'île de Tortue aujourd'hui. Puis même la personne qui a ouvert la présentation aujourd'hui était une personne deux esprits. Donc, si jamais cette personne veut s'exprimer également, je serais heureuse. Là, sur la diapositive, vous voyez, il y a deux images, une image historique et une image contemporaine de deux personnes, deux esprits, pour vous donner une petite idée de qui sont des personnes deux esprits que nous connaissons qui font partie de l'histoire de l'île de la Tortue. Eliott, est-ce que tu veux que je dise quelque chose? Oui, oui, je t'en prie, Céliche. Oui, c'est un terme qui est magnifique. Je me souviens lorsque on m'a donné ce mot-là pour me décrire, moi, et je l'ai entendu encore une fois, ce mot-là, dans les années 2000 et en 2001. Et c'était la première tentative pour décoloniser le spectre des personnes LGBTQ+. Et je sens que on a fait un long chemin depuis ce temps-là. Est-ce que tout le monde m'entend bien encore? Oui. Je vois qu'il y a des gens qui sont dont l'écran est gelé. Alors, pour moi, personnellement, depuis que je me suis présentée comme étant une personne deux esprits, surtout pendant cette période-là, j'ai eu une bonne relation avec cette notion d'idée d'être deux esprits. C'est comme un point de départ qui est vraiment merveilleux dans mon esprit. C'est comme ça que je le définis personnellement. Il y a d'autres personnes autochtones qui s'identifient aussi comme étant deux esprits, qui vont vraiment choisir eux-mêmes comment elles choisissent de définir ce terme. Mais moi, en tant que femme trans et en tant qu'une personne qui a vécu comme femme trans depuis le milieu des années 1990, je ne me comprends pas moi-même comme ayant deux esprits en soi. Donc, j'ai choisi ce terme pour moi-même dans ma propre langue que ma grand-mère m'a permis d'approcher. Mais j'ai écrit toute une dissertation là-dessus. Donc, je voulais simplement partager que c'est pas si loin du terme queer. Ça va peut-être un peu dans le même esprit, si on veut. Je pense que c'est un terme qui est un peu problématique parce que si on rencontre une personne qui est cisgenre, par exemple, un homme gay cisgenre, qui, lui, va peut-être sentir qu'il n'y a pas du tout d'énergie féminine en lui pour quelqu'un d'autre ou pour n'importe qui d'autre qui se sentira un peu queer et aussi autochtone. J'espère que tout le monde va vraiment faire leur recherche et trouver leur propre identité dans leur propre langue, dans leur propre territoire, tout en honorant et partager et exprimer du respect envers d'où on vient. Parce que ce terme deux esprits, c'est encore un terme qui est en français. C'est un bon point de départ et je suis heureuse que vous en ayez parlé. Merci beaucoup, Eliott. Merci beaucoup, Céliche. Je n'avais pas demandé à Céliche si elle voulait s'exprimer là-dessus, donc merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que tu aies répondu à cet appel. Alors, on va continuer, Sam. Alors, les choses dont on aimerait que vous preniez en considération, c'est l'idée que le genre est plutôt un spectre. Et parfois, vous allez le voir comme étant représenté comme étant un spectre sur lequel il y a mâle d'un côté et femelle de l'autre côté, ou homme et femme. Mais je pense que ce n'est pas assez complexe parce que je crois que nous avons tous et toutes des aspects de notre genre qui sont féminins et masculins et peut-être aussi autre chose en dehors de ça et peut-être les gens vont vouloir utiliser d'autres vocabulaires pour décrire leur identité. Donc, j'aimerais que vous pensiez à l'identité comme une série de spectres et comme étant quelque chose qu'on vit tous de notre propre façon unique, mais c'est quelque chose qui se rapporte encore et toujours à qui êtes-vous et comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Le genre est souvent confondu avec le sexe. Donc, on va clarifier ça ici. Donc, on parle vraiment des étiquettes biologiques qu'un docteur ou un scientifique
vous assignerait. Donc, on ne parle pas de l'activité récréative. Ça va être un atelier complètement différent, mais si vous voulez participer à un atelier sur la sexualité, on pourra faire ça une autre fois. Donc, votre sexe, c'est le groupe qu'un docteur ou un scientifique utiliserait pour décrire votre corps. Donc, habituellement, c'est seulement fondé sur votre corps. Similaire au genre, le sexe biologique n'est pas non plus quelque chose qui est binaire. On n'a pas beaucoup de temps pour vraiment embarquer là-dedans aujourd'hui, mais je vais dire simplement qu'en termes biologiques, il y a plus d'une demi-douzaine d'aspects de ce qui est compris comme étant le sexe humain et que votre corps peut avoir toutes sortes de combinaisons ou même de zones d'entre-deux dans ces aspects-là. Et parfois, les gens confondent ce concept avec l'idée d'être transgenre. Mais il y a un groupe de personnes qui s'appelle les personnes intersexes. Et ce sont des personnes pour lesquelles la biologie ne rentre pas dans les catégories prédéfinies par la société pour être, entre guillemets, un homme, avoir un sexe d'homme ou avoir un sexe de femme. Donc, les personnes intersexes sont comme ça. Il y a des personnes qui sont intersexes qui vont aussi devenir des personnes trans, mais en général, les personnes trans sont des gens pour qui le genre ou leur sens de l'identité est différent du sexe qu'ils ont été assignés à la naissance. Et qui leur a été assigné à la naissance, plutôt. Oui, alors, on a parlé du genre, on a parlé de la biologie et du sexe, mais qu'est-ce que l'expression du genre? Alors, bien sûr, nous ne vivons pas seulement dans nos têtes, nous vivons dans un monde avec d'autres gens et dans ce monde où nous vivons, on s'attend à ce qu'on communique notre genre à d'autres gens. Donc, beaucoup de gens qui ont mentionné le fait que le genre est une construction sociale et que les définitions du masculin et du féminin font partie de ça. Donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'une personne communique son genre aux personnes dans le monde externe. L'expression du genre est souvent décidée par la culture. Contrairement à l'identité du genre que vous pouvez décider, pour lequel vous pouvez faire vos propres règles, les règles de l'expression du genre sont déterminées par la culture dans laquelle on vit. Ce qui est considéré comme étant une expression féminine ou masculine sont définies par les normes sociales. Donc, ces normes-là peuvent changer selon l'endroit ou la période, l'époque. Donc, il y a certaines expressions qui pourraient être vues comme étant inacceptables ou qui ne seraient pas... c'est peut-être que c'est vu comme étant inacceptable pour un homme de porter une jupe, par exemple, à un endroit, mais peut-être que c'est acceptable, par exemple, en Écosse, pour un homme de porter un kilt. Donc, mais aussi, ça va changer au fil du temps. Il fut un temps où on considérait que ce n'était pas féminin de porter des pantalons, mais ça a changé aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, comment est-ce qu'une personne s'identifie, comment est-ce que cette personne exprime son genre envers le monde extérieur n'est pas toujours en harmonie. Et il y a des raisons pour ça. Parfois, c'est simplement une question de choix personnel cette journée-là. Parfois, c'est une question d'avoir apporté un uniforme, que ce soit pour l'école, le travail ou pour la sécurité. Peut-être que la personne n'a pas les ressources économiques pour s'identifier, plutôt s'exprimer de la façon dont elle le voudrait. Une autre raison pour laquelle l'expression du genre de quelqu'un pourrait ne pas concorder avec leur identité de genre, ce serait à cause des attentes de leur famille, de leur religion ou de leur société. Parfois aussi, il y a des différences culturelles dans la compréhension du genre. Ensuite, il pourrait y avoir une peur d'être maltraité ou de vivre d'autres conséquences négatives, que ce soit à l'école, au travail, ou peut-être même en public. Ou peut-être des fois aussi, les gens ne vont pas vouloir exprimer leur genre parce qu'ils vont avoir eu elles vont avoir eu des expériences traumatisantes. Donc, maintenant, il faut distinguer l'expression du genre avec l'attraction. Ce n'est pas la même chose. Les personnes trans peuvent avoir toutes sortes d'orientations sexuelles. Donc, ça, c'est vraiment un résumé de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant dans la séance. Donc, il y a l'identité du genre qui existe sur un spectre et qui est définie par l'individu. Ensuite, il y a la biologie qui
ne peut pas être déterminé simplement en regardant quelqu'un. Ensuite, il y a l'expression du genre qui ne concorde pas toujours avec la façon dont quelqu'un s'identifie. Et ensuite, il y a l'attraction sexuelle qui est complètement différente de l'identité du genre. Donc, ça, ce sont un peu les concepts clés qu'on a couverts jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais ensuite passer à une discussion sur les pronoms. Pour vous donner une définition brève des pronoms. Alors, les pronoms sont des mots qu'on utilise pour s'adresser les uns aux autres et pour référer les uns aux autres en dehors d'utiliser nos noms. Par exemple, elle, elle, lui, il. Donc, les pronoms ne sont pas nécessairement liés à un genre, tout comme les noms ne sont pas liés à un genre. Donc, et c'est très important d'utiliser le bon pronom. C'est un signe de respect. Pour les personnes qui sont vraiment, qui adorent les données, je suis très excitée de vous dire que dans les prochaines diapositives, on va parler de chiffres. Donc, pour faire une introduction sur les données statistiques qu'on a sur les personnes trans au Canada, il y a entre 1 et 3% des gens au Canada qui sont trans. Je vais mettre un petit bémol par rapport à ce chiffre brièvement. C'est que Statistique Canada n'a jamais vraiment demandé aux gens quel est leur genre d'une façon par laquelle ce serait simple de clarifier si une personne est transgenre ou non. Mais même si Statistique Canada avait bien posé la question, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'aise de partager cette réponse-là avec le gouvernement parce que les personnes queer et transgenres ont une part justifiée de l'État et de ce que l'État pourrait faire avec une information du genre. Il y a beaucoup de gens qui préféraient ne pas admettre sur un sondage gouvernemental que leur identité est trans. Donc, on estime qu'il y a environ 1 à 3% des gens au Canada qui sont trans. Mais l'autre chose que j'aimerais dire par rapport à cette statistique, c'est que lorsqu'on regarde le nombre de gens qui s'identifient comme faisant partie de la communauté 2S LGBTQ+, par âge, les données tendent vraiment vers les personnes plus jeunes. Donc, il y a vraiment plus de personnes jeunes qui s'identifient dans cette communauté-là, ce qui laisse présager que dans 10, 20 ans, 25 ans, il va y avoir une croissance importante du nombre de gens qui s'identifient comme étant queer dans la population canadienne parce que cette cohorte va vieillir et on va voir de plus en plus de gens qui s'identifient avec cette terminologie-là. Ça, c'est similaire au pourcentage de gens qui se présentent dans la société qui ont naturellement les yeux verts. Donc, la plupart des gens qui vont venir, 2%, c'est pas un grand chiffre, mais si vous pensez, si vous avez vu dans votre vie quelqu'un avec des yeux verts, en fait, statistiquement, il y en a sûrement quelques personnes qui ont les yeux verts dans leur rapport d'aujourd'hui. C'est pas si peu commun. C'est quand même commun. Donc, il y a 42 à 52% des personnes trans qui gagnent moins de 30 000 $ par année. Ça veut dire que la plupart ou presque la majorité des personnes transgenres vivent sous le seuil de la pauvreté dans la plupart des provinces. La raison pour laquelle je dis que c'est entre 42 et 52%, c'est qu'on peut découper cette donnée-là pour discuter de différentes statistiques. Il y a 52% des personnes non-binaires qui font moins de 30 000 $ par année. Il y a 43% des personnes autochtones ou qui ont une identité de genre culturellement précise qui font moins de 30 000 $ par année. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces chiffres-là, je vous invite à aller voir Transpulse Canada. C'est une statistique pour laquelle j'aimerais aussi mettre un petit astérix pour plus tard. C'est que 84% des Canadiens trans évitent de se présenter dans un lieu public au courant de la dernière année. Donc, ces personnes-là préféraient rester à la maison plutôt que d'être dans un espace public. Donc, c'est des personnes qui vont éviter vraiment d'aller faire des courses. 45% des Canadiens trans ont des soins de santé pour lesquels ils n'ont pas obtenu de service dans la dernière année, comparé à
4 des personnes canadiennes non trans. 25 des jeunes trans ne se sentent pas en sécurité à la maison. 64 des jeunes trans se sont blessés ou se sont fait du mal à eux-mêmes et ont considéré le suicide dans la dernière année. Donc, je vais parler un petit peu du contexte juridique au Canada parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent aux États-Unis dont j'aimerais parler aussi brièvement. Alors, j'espère que certaines d'entre vous vont se souvenir de la loi C-16 qui est passée il y a quand même pas si longtemps, qui était une loi pour modifier le Code des droits humains du Canada et le Code criminel du Canada, qui a ajouté l'identité ou l'expression du genre comme étant correcte pour se défendre, comme étant la cible de discrimination, pour dire que ce soit illégal de dénier des services, de l'emploi, de la résidence, du logement ou d'autres bénéfices à quelqu'un fondés seulement sur l'identité ou l'expression du genre. Donc, c'est un grand changement que l'identité et du genre et l'expression du genre soient protégées par la loi, mais il y a énormément de choses qui ne tombent pas sous la protection de la loi. Donc, par exemple, le nombre précis de personnes qui sont protégées par cette loi en termes de chiffres, c'est assez bas. C'est une victoire symbolique importante, mais je veux rappeler à tout le monde que la capacité de poursuivre quelqu'un pour discrimination à la Cour fédérale, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, que ce soit à cause de questions financières ou même à cause de questions d'alphabétisation. Et je veux même dire comment le système, plutôt d'alphabétisation du système juridique, donc de connaissance du système juridique ou d'avoir accès à l'aide de personnes, de professionnels pour nous aider à poursuivre, par exemple. Donc, les lois au Canada au niveau fédéral et provincial sont quand même claires par rapport à l'idée que l'identité et l'expression du genre sont protégées par la loi et c'est le cas depuis 2016. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont une identité ou une expression des genres diversifiée vont avoir les mêmes droits que tout le monde. Je vais aussi parler un peu brièvement de la thérapie de conversion. Récemment, le 8 décembre 2021, il y a seulement quelques mois, on a passé une loi qui rend la thérapie de conversion illégale pour les mineurs au Canada. Donc, la thérapie de conversion est une tentative de changer par la force l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une autre personne. Il n'y a pas de... C'est vraiment une thérapie qui est condamnée par toutes les organisations de santé et de psychologie qui existent. Tous les groupes remplis d'experts et de scientifiques disent que la thérapie pour la conversion ne fonctionne pas et pire que ça cause des dommages et des torts, ça cause de la dépression, de l'anxiété et ça peut pousser les gens à s'automutiler. Il y a 11 des personnes trans au Canada qui ont vécu une thérapie de conversion. Ça, je pense que c'est quelque chose dont c'est important de parler. Ça me surprend qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas cette forme de thérapie. C'est tout ce que je veux dire aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Ensuite, je voudrais parler du contexte aux États-Unis en ce moment. Être une jeune personne trans aux États-Unis aujourd'hui n'a peut-être jamais été aussi dangereux. Il y a plusieurs États qui tentent de passer ou qui ont déjà passé des lois qui criminalisent les soins d'affirmation du genre pour les jeunes personnes trans ou queer. Et ils ont même défini les traitements pour les jeunes transgenres comme étant une forme d'abus envers les jeunes. Donc, aux États-Unis, si vous êtes un docteur, une infirmière, infirmier, un enseignant, une enseignante et que vous soutenez les droits d'un enfant
qui veut avoir des soins de santé pour affirmer son genre, vous pourriez être poursuivi comme ayant fait de l'abus envers un enfant. Donc, il y a plusieurs États qui bannissent complètement les jeunes trans de participer aux activités sportives. Donc, ce n'est pas seulement au milieu de santé. Les jeunes personnes trans aux États-Unis vivent même de la discrimination envers les activités sportives. Et les professionnels sont légalement tenus de rapporter les parents qui veulent soutenir leur enfant dans leur démarche de recherche de soins pour affirmer leur genre. Et soit que ce sont des lois qui sont en cours d'être passées ou qui sont déjà passées. Le pourcentage de 11 c'est 11 de personnes canadiennes trans qui ont vécu une thérapie de conversion. Je ne suis pas personnellement au courant du nombre de Canadiens, de Canadiens qui ne sont pas identifiés comme personnes trans qui ont vécu de la thérapie de conversion, mais je sais qu'il y a d'autres types. Il y a d'autres personnes, toutes les personnes qui s'identifient comme queer, qui sont peut-être plus à risque pour la thérapie de conversion. Roberta a demandé dans le chat si une famille peut aller dans un autre État. C'est ce que certaines familles tentent de faire. Et si l'État le découvre, ils vont vous arrêter. Donc, il y a des rapports de familles queer au Texas et dans d'autres États qui ont été arrêtés, qui ont été séparés de leurs enfants. Il y a des enfants qui se font retirer de leur foyer rempli d'amour et de soutien parce que maintenant, soutenir l'identité de genre de votre enfant est devenu illégal. Sur ce, voulez-vous parler... Est-ce que tu veux parler de transition maintenant, Sam, ou après la pause? Je regarde l'heure et puis oui, on pourrait prendre une pause de 5 minutes maintenant, puis continuer après, si ça marche pour tout le monde. Oui, très bien. On va prendre une courte pause, donner la chance aux gens d'éteindre leur caméra, prendre des grandes respirations, de se faire un autre café au besoin, et puis on va revenir dans 5 minutes. Je regarde Jackie ou Alina. Oui, 5 minutes. 5 minutes. Donc, on se retrouve dans 5 minutes pour la fin des présentations de groupe. Et puis ensuite, on va passer à des conversations en sous-groupe. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit moment de pause avant les conversations de groupe. À bientôt!
I can see some people. Je vois qu'il y a des personnes qui sont de retour. Je veux encourager tout le monde à revenir vers votre ordinateur. On va bientôt arriver à la partie plus interactive de la présentation, donc venez. So I'll invite Sam to... Donc, je vais inviter Sam à partager son écran à nouveau dès qu'elle est prête. Très bien. All right. Parfait. J'espère que tout le monde s'est hydraté, est allé à la salle de bain, faites un petit câlin au chat, regardez par la fenêtre. J'espère que vous avez fait tout ça avant de revenir. Très bien. Transition. Parlons de certaines des implications d'une transition dans différentes sphères de la vie. D'abord, définissons ce qu'est une transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous inviter sur Pear Deck à écrire, à votre avis, votre compréhension d'une transition. À votre avis, qu'est-ce qu'une transition? Je vais vous donner un petit moment. Et on a encore la boîte de chat de Zoom si vous ne voulez pas nécessairement utiliser Pear Deck. Okay, we'll give folks about... On va vous donner une vingtaine de secondes encore. Et ensuite, on regardera ce que tout le monde a écrit. Okay, let's take a look. Parfait. Jetons un coup d'œil. Certaines personnes disent que la transition, c'est de faire des choix qui affirment notre genre pour être en phase avec notre genre de rêve. La transition est complètement liée à l'expérience d'une personne et est différente d'une personne à l'autre. Le genre, c'est vouloir faire correspondre le sexe biologique à l'identité de genre et la transition, c'est se révéler soi-même, notre véritable soi. La transition, c'est devenir qui on sent être, qui on mérite être ou qui on veut être. La transition, c'est passer à travers différentes étapes. Quand les gens font un changement biologique pour correspondre à leur expression de genre, ça peut faire partie de la transition, effectivement. La transition, c'est le processus de passer d'une identité de genre à une autre. C'est un nouveau départ. C'est passer d'un état à un autre. Elliot, est-ce que tu peux traduire ce qui est écrit ici? Oui. Je suis content d'avoir pu lire cette réponse. On peut décider de changer de sexe médicalement, de genre légalement ou sans doute juste pour son cercle d'amis. Faire la transition, c'est de faire un changement pour se sentir davantage soi-même, faire des changements à son corps pour que le corps corresponde à une identité, un processus de changement vers une vie d'une façon qui affirme notre genre. Ça peut inclure différents aspects. Ça peut être médical, social et finalement changer vers l'identité de genre avec laquelle on s'identifie et de la façon dont on souhaite s'exprimer. Oui, ce sont toutes d'excellentes définitions de la transition.
Je vais passer à la boîte de chat parce que je crois qu'il y a eu quelques petits commentaires ici également. Personne a dit la transition, c'est quand une personne transforme son corps ou son apparence pour correspondre à l'identité de genre. La transition peut-être veut également dire de faire la transition d'un genre assigné à une identité ressentie et finalement transformer notre expression de genre, notre corps pour être plus en phase avec notre identité de genre. Merci tout le monde de nous avoir d'avoir exprimé des idées au sujet des transitions. Regardons de quoi peut avoir l'air une transition, des différentes formes de transition. Donc, comme plusieurs personnes l'ont mentionné, il y a une transition sociale. Et ce que ça peut vouloir dire en fonction des personnes, ça peut vouloir dire de se révéler à soi-même et aux autres, faire le coming out, sortir du placard, entre guillemets. Ça peut vouloir dire changer son nom et ses pronoms, faire des changements superficiels à son apparence, les cheveux, les vêtements, du rembourrage ou de la compression, faire des changements vestimentaires pour transformer la forme du corps, utiliser une salle de bain différente et finalement les interactions avec des établissements genrés. Par exemple, interagir avec certains sports ou la religion également. Une autre forme de transition, comme plusieurs personnes l'ont indiqué, c'est la transition légale. Donc, on peut parler d'un changement légal de nom, nouveau certificat de naissance, changement du marqueur de sexe sur notre carte d'identité, nouvelle pièce d'identité gouvernementale, passeport, permis de conduire, faire des changements à son assurance maladie et finalement faire des changements à son testament ou tout plan de succession. Une autre forme de transition, c'est la transition médicale. Encore une fois, ça peut prendre des formes différentes selon la personne. Chaque personne a un parcours de transition complètement différent. Donc, on peut parler ici de thérapie hormonale, de remplacement hormonal ou de thérapie de suppression hormonale, la thérapie vocale, la chirurgie du haut du corps ou du bas du corps. La féminisation faciale ou masculinisation faciale par chirurgie, de se raser, raser la trachée, des implants capillaires ou des chirurgies pour réviser des cicatrices. Je vais maintenant demander à Elliott de présenter notre activité. Oui, on a parlé un peu de certaines des façons dont les gens peuvent choisir de faire une transition. Il y a un problème de conception assez commun qui croit que la plupart des transitions sont médicales, alors que plusieurs aspects de la vie d'une personne peuvent être ajustés dans le cadre d'une transition de genre. Et quelque chose qu'on va faire ensemble maintenant, c'est de vivre une activité très quotidienne. Je vais vous encourager à essayer de penser à différents aspects de cette expérience, différentes étapes du processus qui vous rendraient peut-être mal à l'aise ou qui ferait sentir une personne dont l'identité de genre ou expression de genre appartient à la diversité des genres qui ferait rendre cette personne mal à l'aise. Il y a peut-être d'autres personnes trans ici aujourd'hui, à part moi, qui voudront vous faire part de leurs expériences personnelles, mais je veux être très claire, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas exigé. Nous avons choisi une activité assez générique, donc avec un peu de chance, tout le monde a déjà vécu cette expérience. Sam, tu peux mettre la diapo ici pour moi. On va parler d'une visite médicale, aller chez le médecin. Et je veux rappeler à tout le monde qu'on ne va pas nécessairement voir le médecin parce qu'on doit parler de transition. Les personnes trans vont chez le médecin parce que la plupart des gens le font au moins une fois dans leur vie, peut-être une fois par année, avoir un petit suivi médical, un examen de base routinier. Donc, je ne vous demande pas de réfléchir à
une personne qui veut aller voir le médecin pour des questions de transition, des questions de personnes trans. Peut-être que vous avez un rhume, vous êtes cassé le bras. Choisissez ce que vous voulez pour votre scénario, mais je vous demande de réfléchir aux aspects de ce processus qui peuvent être difficiles ou inconfortables si vous avez une identité de genre qui appartient à la diversité. Et on va maintenant partir en sous-groupe. Je vais inviter Jackie à revenir et à nous parler des éléments techniques. Je crois qu'il y a un groupe désigné pour les francophones et un groupe désigné pour l'interprétation, je crois. Oui, tout à fait. Merci, Elliot. Donc, d'un point de vue mécanique, il y a deux groupes en particulier. Et nous avons fait une grande partie du travail préalable d'identifier les groupes de chaque personne. Donc, il y a un groupe qui va rester dans la salle principale. Et c'est le groupe pour les personnes qui ont besoin de sous-titres ou d'interprétation ASL. Donc, le service d'accessibilité en anglais. Il y aura un autre groupe en français. Uniquement en français. Donc, pour ceux et celles qui ont intérêt à participer en français, il y a un groupe qui se fait entièrement en français and 3 other groups. Et il y aura 3 autres groupes où les personnes s'exprimeront en anglais et où il n'y aura pas d'autres services d'accessibilité supplémentaires. Donc, nous allons vous répartir entre ces groupes de notre côté, là. Donc, vous n'aurez pas à accepter des invitations. Donc, quand Elliot et Samantha nous inviteront à faire revenir les gens, nous allons automatiquement le faire. Ce ne sont pas les participants qui devront le faire. Et ça, ce sera pour la période de questions-réponses et l'activité de clôture. Je regarde Alina. Vous devriez avoir reçu votre requête. Donc, je vous demande de l'accepter et de partir dans votre groupe. Que vous avez eu une discussion intéressante. On va continuer. Donc, on va essayer de continuer assez rapidement parce qu'on essaie de garder un œil sur le temps pour garder une période de questions et réponses à la fin. Alors, Samantha et moi allons passer à travers cette activité avec vous et je vais souligner certaines des réponses qui, je crois, sont particulièrement touchantes ou importantes dans ce processus. J'espère que vous avez sorti tout plein d'exemples dans vos contextes particuliers. Alors, nous allons commencer avec l'idée de prendre rendez-vous au début. Donc, la première étape pour obtenir un rendez-vous avec un docteur, c'est de prendre rendez-vous. Donc, il faut avoir accès au réseau de la santé, il faut avoir accès à un médecin. Alors, même si tu as réussi à dépasser ces obstacles, le processus de prendre un rendez-vous peut être difficile. Alors, si tu fais un appel par téléphone pour prendre rendez-vous ou que tu remplisses un formulaire en ligne qui ne te permet peut-être pas d'exprimer le titre que vous utilisez pour vous-même. Par exemple, moi, je n'utilise pas monsieur ou madame. S'il faut vraiment que je choisisse un des deux, habituellement, je suis très inconfortable avec ça si je n'ai pas le choix de cocher une de ces deux options-là. Si aussi, parfois, on ne sonne pas comme ce à quoi la personne s'attend. Puis peut-être tu ne seras pas en mesure de prendre rendez-vous parce que les gens vont te mettre mal à l'aise par rapport à ça. Donc, une autre anxiété, c'est que si tu as déjà eu des mauvaises expériences dans le passé, ça se pourrait que tu n'aies pas envie de passer à travers le processus pour prendre rendez-vous parce que tu vas peut-être te retrouver à reporter la prise de rendez-vous, puis attendre avant de prendre des soins, puis de te retrouver finalement avec un problème de santé qui devient plus grave. Donc, il y a aussi toute l'idée de la documentation. Donc, ça, c'est quelque chose que j'espère qu'il va vraiment sortir de cette activité. C'est à chaque fois qu'on atteint une nouvelle étape dans ce processus, il faut encore une fois sortir du placard. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, il faut que tu décides si tu vas, oui ou non, dire que tu es une personne transgenre à cette personne-là dans ce processus-là. Puis ça, c'est jamais une décision qui est facile, mais c'est une décision qu'on doit prendre régulièrement.
que ce soit pour remplir la documentation au départ. Donc, parfois, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre ou même des questions qui ne vont pas vous offrir une option appropriée de réponse. Va peut-être falloir que vous éduquiez une personne qui est censée vous aider à accéder au système, ce qui est très frustrant. Ça se peut aussi que la documentation ne reflète pas qui vous êtes. C'est vrai que vous n'ayez pas dans la documentation pour exprimer vos pronoms, pour exprimer votre identité, le nom que vous utilisez. Ça se peut que vous ayez à faire face à des complications, que ce soit par rapport à l'idée d'être nommé, d'avoir un contact d'urgence. Donc, des fois, il y a beaucoup de personnes trans qui sont très isolées, qui ne vont pas nécessairement avoir de personnes de contact d'urgence. Donc, ça peut vraiment être une expérience très difficile. On va parler aussi de la salle d'attente. Donc, encore une fois, c'est un moment où on peut se retrouver à devoir ressortir s'identifier comme étant trans. Donc, la personne qui est au comptoir d'accueil, qui est peut-être une personne différente de la personne qui vous a accueilli, qui est peut-être une personne différente de la personne à qui vous avez parlé au téléphone. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous mégenrer. Ça se pourrait aussi que vous ne vous sentiez pas à l'aise, que ce soit à cause des affiches puis des campagnes publicitaires qui se trouvent dans la salle d'attente, que ce soit à cause des commentaires désagréables ou des regards désagréables des gens autour de vous. Si vous êtes dans la salle d'attente pour une longue période de temps et que vous avez à aller à la salle de bain, ça peut être quelque chose aussi qui va être très inconfortable. Et encore une fois, cette différence entre qui vous êtes, les mots que vous utilisez pour vous décrire et les noms, le nom qui va être appelé à l'intercom quand vous allez être appelé pour votre rendez-vous, ça peut être désagréable comme expérience. Ensuite, quand vous rencontrez le médecin, ça se peut encore une fois que vous ayez besoin de dire que vous êtes une personne trans ou que quelqu'un ait à dire que vous êtes une personne trans. Vous devez peut-être avoir à interagir avec une personne du personnel médical qui est censé vous soutenir, mais qui n'a pas le vocabulaire ou les compétences pour vous soutenir. Ça se pourrait que vous soyez mégenré, qu'on vous appelle par le mauvais nom, que vous ayez à éduquer votre docteur, votre médecin. Donc, ça se pourrait aussi que votre expérience, que votre vécu, que vos besoins soient considérés comme étant inutiles parce que vous n'êtes pas un médecin. Ça se pourrait que vous vous fassiez poser des questions qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle vous vouliez arriver à l'hôpital et ça se pourrait qu'on vous refuse des soins, qu'on refuse de vous offrir du soutien et des soins. Moi, j'ai vécu cette expérience-là où le médecin m'a dit, moi, je ne sais pas quoi faire avec une personne comme vous. Tu as besoin d'un autre médecin. Je ne sais pas quoi faire avec une personne comme toi, tu as besoin d'un autre médecin. Même si je n'avais pas demandé à cette docteure-là, je n'avais pas demandé des soins qui étaient associés à une transition ou quoi que ce soit du genre. Je voulais juste qu'elle m'appelle, qu'elle m'interpelle avec d'une façon qui me rende confortable. Puis elle m'a dit que je ne peux rien faire avec une personne comme toi. Donc ça, c'est sûr que c'est simplement une anecdote de mon vécu. C'est vraiment juste mon expérience personnelle, mais c'est juste pour vous démontrer à quel point certaines de ces conversations peuvent être extrêmement difficiles. Et finalement, lorsque vous quittez votre rendez-vous, c'est vrai que vous soyez encore une fois mégenré lorsqu'on vous fait une référence pour un autre rendez-vous. Et c'est vrai que vous ayez passé à travers tout ce processus, c'est que vous ressortiez et qu'il faille que vous recommenciez encore une fois. Et ensuite, pour le prochain bureau, pour votre prochain rendez-vous, vous allez avoir à tout recommencer encore. Donc, alors, si un docteur vous appelle ou si quelqu'un vous appelle et vous laisse un message pour essayer de vous enregistrer, quel nom est-ce qu'ils vont utiliser, quel nom est-ce qu'ils ne devraient pas utiliser, quelle information est sécuritaire à partager, quelle information n'est pas sécuritaire à partager, où est-ce que vous habitez, vos coordonnées. Donc, ça, ce sont seulement certains exemples des choses qui peuvent ressortir à travers ce processus. Et je voudrais vous entendre. Je vais peut-être seulement lire certaines des réponses pour sauver un peu de temps. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette activité? Qu'est-ce qui est ressorti pour vous au courant de ces conversations? Et aussi, désolée, Sam, je pense que j'ai fait la diapositive que je t'avais dit que tu allais faire. Ah, il n'y a pas de souci, tu as fait un travail excellent.
I know you can't see. Je sais que vous ne pouvez pas voir le nombre de réponses, mais jusqu'à présent, on a reçu 9 réponses. Donc, je ne sais pas, tu me diras quand tu veux que je montre les réponses à l'écran. All right, let's review. OK. Alors, voyons certaines des réponses. So we're just again Là. for time, we're not going to take up. Juste à cause du temps, on ne va pas présenter toutes les réponses qui sont à l'écran ici. Mais ce que je vois rapidement de plusieurs réponses, c'est que ça a vraiment incité les gens à réfléchir par rapport aux obstacles qui existent dans ces processus. Et je vous encourage vraiment à faire preuve d'empathie et de penser à tous les obstacles innombrables qu'on peut traverser pour faire des choses même de base que plusieurs d'entre nous prennent pour acquises. Et beaucoup de personnes mentionnent le travail émotionnel requis. C'est vraiment un processus qui est épuisant émotionnellement pour ces personnes. Et je pense aussi qu'il y a l'idée de l'intersectionnalité qui est super important aussi, parce que les personnes trans peuvent aussi vivre d'autres formes de discrimination qui vont impacter leur expérience. Par exemple, les personnes qui sont grosses et qui vont aller chez le médecin, ou des personnes qui ont des maladies chroniques qui vont aller chez le médecin, ou les femmes qui vont aller chez le médecin pour lesquelles les symptômes sont diminués, pour lesquels l'accès aux soins de santé sont un peu plus difficiles aussi. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en compte. Lorsqu'on parle de l'inclusion des personnes trans, il faut aussi parler de comment est-ce qu'on va aussi vaincre les obstacles qui sont reliés à d'autres formes de discrimination. Il y a 3 leçons clés à garder de cette présentation. Et je pense que Sam va parler un peu de quelques idées pour les personnes qui veulent être des alliés. Et ensuite, on va garder un petit peu de temps pour faire une période de questions et réponses. Donc, ce que j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête, que vous ressortiez de cette activité, c'est l'idée que les tâches du quotidien qu'on prend parfois pour acquis peuvent être très épuisantes et difficiles et même traumatisantes pour les personnes marginalisées. C'est quelque chose qui va prendre, ce sont des tâches qui vont prendre beaucoup d'énergie pour les personnes qui sont marginalisées. Une autre chose que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que le stress d'une microagression ou d'une autre expérience désagréable, c'est stressant juste en soi. Donc, avoir peur que quelqu'un nous fasse du mal, que quelqu'un nous rejette, ça, ce sont des choses qui sont stressantes, juste comme ça. Mais l'idée, c'est que le fait de vivre comme étant une personne marginalisée, c'est stressant en soi, même avant que quelqu'un fasse preuve de discrimination envers vous. Et ce ne sont pas tous les points de friction qu'on a identifiés dans cette activité qui sont des choses qui peuvent être changées par une action individuelle. Il n'y a pas seulement une liste de conseils que je pourrais vous donner qui vont changer fondamentalement comment les personnes trans vivent leur vie. Il y a vraiment des barrières institutionnelles, des barrières sociétales qu'il faut cerner et desquelles il faut qu'on discute si on veut vraiment sérieusement viser l'inclusivité pour les personnes queer et trans. Et je vais passer la parole à Sam. Alors, sur cette note, parlons de l'idée d'être des alliés, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des institutions. Alors, comment est-ce qu'on peut être un ou une allié? Alors, comme j'ai dit, il y a différents niveaux à l'idée d'être allié. Il faut être là à long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire juste ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on performe à certaines occasions. C'est vraiment un engagement à long terme. Donc, certaines façons d'être allié, c'est de ne pas poser des questions qu'on ne poserait pas à quelqu'un qui n'est pas queer ou trans. Rappelez-vous que ce n'est pas tout le monde qui fait partie d'un groupe marginalisé qui va se sentir de la même façon. Il va y avoir une variété d'opinions et de vécus. Et il faut faire de l'espace pour cette réalité-là. Ensuite, c'est de s'excuser, puis de faire preuve de responsabilité lorsqu'on fait une erreur.
ça se produit, ça arrive. Et je pense qu'en tant qu'allié, le plus important, c'est de faire preuve de responsabilité par rapport aux erreurs qu'on fait. Elliot a aussi parlé un petit peu des microagressions, mais pour offrir une définition des microagressions, c'est que ce sont des énoncés subtils ou des actions subtiles qui sont fondées sur des préjugés ou des stéréotypes à propos des groupes marginalisés ou fondés sur des biais. Ensuite, les microagressions sont communes et c'est une façon insidieuse vraiment dont la discrimination se manifeste, c'est qui peut rendre les gens inconfortables en milieu de travail ou dans les espaces publics. Donc, au niveau organisationnel, il y a différentes façons dont on peut être allié. Certaines façons de faire ça, c'est d'utiliser un code vestimentaire neutre au niveau du genre, d'avoir des politiques contre la discrimination et le harcèlement en milieu de travail. Et dans le bas aussi, il faut vraiment établir ces politiques avant d'avoir une personne trans dans vos rangs. Donc, n'établissez pas ces politiques au moment où une personne trans se joint à vous. Faites-le dès le départ, tout de suite pour que vraiment votre espace de travail soit inclusif. Ensuite, s'assurer que l'assurance pour les soins de santé soit vraiment complète. Ensuite, assurez-vous qu'il y ait des équipes et des groupes sociaux dans votre lieu de travail qui soient inclusifs pour les personnes LGBTQ+. Ensuite, assurez-vous qu'il y ait des accommodements pour les personnes trans et queer pour qu'elles se sentent à l'aise dans votre milieu de travail. Ensuite, il y a, pour poursuivre l'idée d'être un allié au niveau de l'organisation, est-ce que c'est un espace sécuritaire et accueillant? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a des affiches qui sont présentes, qui sont affichées, qui accueillent bien les personnes qui ne sont pas sur le spectre binaire? Pensez aussi comment vous faites toute la façon dont vous prenez des renseignements, que ce soit la documentation ou la collecte des données. Et puis, pensez aussi à comment vous formez votre personnel, pas seulement votre personnel trans et queer, mais tout votre personnel à propos des expériences et des obstacles que vivent la communauté 2SL LGBTQ+. Ensuite, tenez compte des partenariats avec les organisations explicites ou implicites et comment est-ce que les personnes 2LSGBTQ+ peuvent se sentir par rapport à ça. Pour parler aussi encore une fois de l'espace, c'est pas seulement est-ce que les ressources et les affiches sont inclusives, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans notre espace qui n'est pas inclusif? Est-ce qu'il y a potentiellement des livres dans notre espace qui ont été écrits par des personnes qui ont des opinions problématiques sur la communauté LGBTQ+. Donc, c'est peut-être juste vraiment d'évaluer votre organisme. Alors, si vous êtes... il y a plusieurs ressources sur ce sujet. Puis l'idée, c'est il y a une ressource qui s'appelle « Créer des espaces authentiques » qui est créée par une organisation ontarienne qui s'engage vraiment à ce que la communauté 2SLGBTQ+ puisse participer pleinement à la société. Et puis, ils offrent des infographiques et des affiches par rapport à comment est-ce qu'on peut être inclusif envers les personnes trans et queer. Il y a certaines de ces ressources qui sont disponibles également en français. Ensuite, d'autres ressources également que vous voulez peut-être noter pour consulter plus tard. Nous utilisons aussi certaines informations sur nos diapositives qui proviennent de ces ressources. Il y a Transpulse 2020, Being Safe, Being Me. Et je pense que les données de Jasmine Roy de 2017 sont aussi disponibles en français. Ce sont vraiment des données excellentes qui explorent bien les réalités de la communauté 2SLGBTQ+.
Et voilà, c'est la fin de notre présentation. Merci infiniment à tout le monde pour votre engagement envers l'activité et envers l'exercice des questions. Maintenant, on va faire un peu d'espace pour que vous puissiez nous poser des questions. Et quand même, je vous encourage, si vous voulez, demander en français. Je vais essayer de répondre à la question dans la langue qui y aura été posée, juste pour faciliter la compréhension de la personne qui pose la question. So I will try to answer the question if it is posed. Je vais tâcher de répondre à la question si elle m'est posée à moi dans la langue dans laquelle elle a été posée. Sinon, si vous avez une question pour moi ou si vous aimeriez poser une question à Sam, n'hésitez pas. Enfin, on va chacun répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Aucune question jusqu'à maintenant, mais soyez bien à l'aise de nous poser peu importe les questions que vous souhaitez sur peu importe quel sujet. You know, we did a good job, but I can't imagine. Vous savez, on a fait du bon travail, mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une seule question. Hi, here it's Anna from London. Bonjour, ici c'est Anna de Londres. J'ai une question concernant comment offrir un espace sécurisant pour avoir une conversation avec une personne adolescente qui une équipe, qui comprend environ 75 différentes langues et cultures. Quelles sont certaines choses que j'aimerais tenir en compte en tant que directrice avant même de commencer? Quel genre de préparation est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que vous pensez qui serait important pour moi de préparer? C'est vraiment une grande question. Je sais, je suis désolée. C'est vraiment une question de haut niveau. Pas de pression. Je pense que... Sam, est-ce que tu pourrais éteindre ton micro? Je pense qu'il y a un écho. Il y a encore un écho. Enfin, désolée à propos de ça, tout le monde. Je pense qu'il y a plusieurs options. Je t'encouragerais à parler à certaines personnes de ton équipe qui pourraient être affectées personnellement par tes décisions. Par exemple, si tu sais qu'une personne dans ton équipe est trans et qu'elle est au courant qu'elle est trans. Donc, moi, j'aime bien être prévenue si jamais il y a une conversation par rapport au vécu trans et puis que, comme on l'a dit, Sam et moi, au début de la présentation, ça peut être très choquant d'avoir à parler des taux de suicide, par exemple. Alors, je vous encourage, si vous avez des personnes dans votre équipe qui vont peut-être être affectées personnellement, ce serait de leur parler et puis de leur demander qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui est confortable pour elles, qu'est-ce qui serait correct. Et d'autres choses que j'aimerais que vous considériez, ce serait de ne pas présumer que les cultures diverses soient opposées à l'idée de personnes queer et trans. Je ne pense pas que c'est ce que tu proposais, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent comme ça, qui ont plus peur que d'autres cultures soient plus opposées aux personnes trans. Moi, j'ai grandi dans un milieu très chrétien où il y avait beaucoup de gens qui étaient très opposés à l'idée de l'existence de personnes queer et trans, incluant mon existence. Mais je pense que c'est important de ne pas présumer ça parce que je pense qu'il y a plusieurs cultures et identités dont nous parlons. Est-ce que vous avez une histoire de diversité des genres dans ta culture? Je pense que ça dépend beaucoup. Souvent, c'est caché à cause du colonialisme. On n'est pas au courant. Mais je pense qu'il faut en tenir compte de l'impact du colonialisme sur cette expérience. Je pense que ce serait utile. Si jamais tu n'es pas certain, il y a des gens comme moi qui peuvent faire de l'animation pour toi, que tu peux inviter, qui vont pouvoir t'aider. Je pense que la dernière chose que je dirais sur ce sujet-là, c'est que je vous dirais que ce n'est pas seulement une conversation, ce n'est pas seulement une séance. La séance qu'on a conçue pour aujourd'hui, elle a été conçue vraiment pour que tout le monde se sente un peu dépassé par tout ce qu'on a dit, parce que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut prendre en un seul après-midi. Ce n'est pas
avec une seule conversation qu'on va passer à travers toute cette information. Donc, si vous voulez vraiment parler de ce sujet-là de façon sérieuse avec votre équipe, je vous encourage à vraiment peut-être avoir plus qu'une conversation parce que c'est pas une seule conversation. Merci. Oui, je voudrais juste ajouter, c'est pas seulement une conversation, c'est une conversation qui est continue, qui va changer la culture, qui va évoluer au fil du temps aussi. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce soit continu et que ce ne soit pas juste une performance qu'on montre, qu'on veut faire acte de bonne foi, puis que finalement, on n'a pas de continuité. J'ai arrêté de partager l'écran, mais sentez-vous à l'aise de partager d'autres questions, puis je vais les lire à voix haute. Je vois une question, où est-elle? Comment soutenir un milieu de travail d'une façon plus engagée que de simplement afficher des affiches? Comment est-ce qu'un milieu de travail peut montrer du soutien à part de simplement mettre des images? Je vais répondre à ça. En fait, je pense qu'au niveau des organisations et du milieu de travail, il faut qu'on prenne en considération l'analyse de nos pratiques d'inclusivité des genres au moment d'embaucher les gens, au moment d'avoir des bénévoles, de notre site web, de notre voix sur les médias sociaux. On ne peut pas seulement mettre des autocollants d'arc-en-ciel sur nos portes puis penser que ce soit suffisant. Il faut vraiment penser à nos pratiques d'inclusivité au niveau de l'emploi, de l'embauche, au niveau de l'accueil des gens ainsi que de notre image publique. Oui, en fait, parfois, j'offre des formations pour l'inclusivité en milieu de travail et avant, je faisais des formations pour les médecins. Et quelque chose que je disais aux gens beaucoup, c'est que la dernière chose que vous devriez faire, c'est de mettre des autocollants d'arc-en-ciel sur vos portes. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, c'est que ce qui est plus frustrant que d'avoir une expérience transphobe au travail, c'est d'avoir une expérience transphobe au travail lorsqu'il y a des autocollants d'arc-en-ciel sur la porte. Alors, si votre équipe n'est pas prête à parler avec d'autres membres de l'équipe ou avec le public ou avec les gens qui font des choses qui sont blessantes ou problématiques, je vous encourage d'identifier que c'est peut-être pas un espace sécurisant. Je ne veux pas que vous fassiez pas d'efforts, je veux juste que vous preniez la chose sérieusement. Il y a quelqu'un qui a levé la main qui aimerait parler et ensuite, on va repasser la parole à Céliche pour fermer la séance. Bonjour. Dans notre milieu de travail, il y a beaucoup de soutien pour les personnes de la communauté SLGBTQ+. Mais je pense que ma plus grande difficulté en ce moment, c'est que je veux vraiment défendre les droits de tout le monde. Je suis prête à faire beaucoup de travail pour défendre les droits des gens. Mais je trouve ça dur que les gens ne soient pas en mesure de défendre les droits de leurs propres amis, de leurs propres enfants. On a des jeunes qui ne veulent pas être identifiés comme étant leur nom. Par exemple, en ce moment, il y a ce jeune dans mon groupe qui s'appelle Michael aujourd'hui, mais que son nom assigné à la naissance était Melissa, puis finalement, il ne va pas le montrer sur les réseaux sociaux parce qu'il ne veut pas décevoir ses parents. Donc, comment? Parce que je sais que même si le jeune voit que c'est un problème, je le vois dans leurs yeux que ça a été très dur, même pour eux, de dire on va utiliser mon nom assigné à la naissance pour que mes parents soient heureux. Alors que quand on leur parle, on va utiliser le nouveau nom qu'ils ont choisi, qui est Michael. Est-ce que ça a du sens? Oui, malheureusement. Je ne sais pas comment répondre à cette question spécifiquement. En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut laisser la personne, l'adolescent, faire ses propres décisions. Une des choses les plus dangereuses que les adultes qui veulent bien faire, que les adultes peuvent faire, c'est de dire à un parent que le jeune est trans alors que le jeune n'est pas préparé ou qu'il n'a pas de plan
de sécurité pour se préparer. Moi, si quelqu'un avait dit à mes parents que j'étais trans quand j'étais jeune, je me serais fait mettre dehors de chez moi. Donc, je comprends que c'est inconfortable, mais je pense que les risques sont significatifs. Puis, je ne pense pas que c'est à nous de juger si la situation est sécuritaire ou pas. Ce n'est pas à nous de prendre ces décisions-là pour le jeune. Sam, est-ce que tu as d'autres pensées à ajouter là-dessus? Ensuite, on va laisser fermer la séance. Non, je pense qu'on a parlé un peu qu'il faut vraiment laisser l'espace à cet individu de prendre les rênes sur la situation, de choisir ce qu'il veut faire parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire parce qu'il y a déjà tellement de contrôle sur la vie de cet individu et on veut respecter leur propre choix, leur propre autodétermination, leur propre capacité à prendre des décisions pour eux-mêmes. 100%, je suis d'accord à 100%, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que je suis là pour là, je veux juste les soutenir, je suis là pour faire ce qu'elles veulent. C'est vraiment, si c'est ce que tu veux, c'est ce que je vais faire. C'est comme ça que je marche. Mais encore une fois, il faut comme que j'explique aux autres jeunes qu'il ne faut pas qu'ils se choquent contre moi parce que je respecte les souhaits de quelqu'un d'autre. Voilà, merci, ça m'aide beaucoup. Célich, est-ce que tu aimerais nous aider à clore la rencontre? Je voulais simplement reconnaître cette dernière partie de la conversation. Célich, tu as tellement de sagesse, mais on ne peut pas t'entendre. J'apprécie vraiment la notion. Ah, c'est instable encore, hein? J'apprécie la notion de l'idée d'être une allié. Et j'espère que tout le monde est capable de prendre cette idée et de savoir que d'être allié, c'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on devient. En fait, être allié, c'est un parcours d'apprentissage qu'on fait pour le reste de nos vies. En tant que femme trans, qui est bien établie en tant que femme trans et qui a une éducation approfondie par rapport à mon identité, j'apprends encore toujours et je grandis encore toujours. Je n'ai pas nécessairement toutes les réponses à ce moment-ci dans le temps. La personne en moi, quand j'avais 20 ans, comprenait certaines choses que la personne de 50 ans ne comprend maintenant mieux. Et j'espère que quand j'aurai 60 ans, je comprendrai encore les choses différemment. Donc, c'est encore le même objectif en tant que l'idée d'être allié. Et pour être allié, il faut être prêt à entreprendre un voyage d'apprentissage. Il faut être OK pour faire des erreurs, pour être corrigé. Et c'est pas noir et blanc. Ce qui est correct pour moi, ce qui est une bonne chose pour moi en tant que femme trans, ce ne sera pas la même chose que ce qui est correct pour une autre personne trans. Donc, parfois, il y a des conflits dans différentes situations. Mais à la fin de la journée, l'important, c'est de suivre son cœur et de vraiment de faire confiance à son intuition. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à prendre la bonne décision, à bien agir et de créer dans un monde qui transitionne avec nous, pour nous. Notre monde, en tant que personne trans, par exemple, comme je disais, ma transition est devenue vraiment une transition de vie. C'est vraiment quelque chose d'immense qui s'est produit. Et dans mon cas, aussi dur que c'était, je peux dire honnêtement que j'ai transitionné avec ma collectivité pour le mieux. Et notre monde a tellement besoin d'amour et de gentillesse. Et on en a vraiment, c'est vraiment nécessaire. Merci infiniment pour votre cœur, votre gentillesse, pour avoir partagé ces questions, ces idées avec tout le monde. Moi, je trouve que c'est cathartique pour moi de faire partie d'un événement comme ça aujourd'hui. Merci. Merci, Célich, d'avoir
ouvert la séance sur un si bon mot et de la clore sur un si beau mot, encore une fois. Merci, Elliot et Samantha, de nous avoir guidés à travers une conversation d'introduction ultra importante. Notre voyage d'apprentissage se poursuit chez la Fondation et nous espérons encourager d'autres conversations et d'autres opportunités d'apprentissage à l'avenir et de partager toutes sortes d'apprentissages féministes pour que les organisations qui servent les femmes, qui incluent également les femmes trans et les personnes non-binaires, les personnes queer, nous voulons créer un monde qui ait le moins d'obstacles possible. Je ne veux pas dire sans obstacles absolument, mais le moins d'obstacles possible. Alors, vous allez tous recevoir un lien pour vous permettre d'écouter cette conversation comme vous le souhaitez. Là, vous allez recevoir l'enregistrement. Si vous avez des questions, écrivez à la Fondation. Elliot et Samantha nous ont aussi offert d'être disponibles pour répondre à certaines des questions. Donc, si jamais vous avez des pensées que vous aimeriez et que vous aimeriez nous écrire ou poser des questions par la suite, lorsque vous allez recevoir le courriel avec toutes les informations, sentez-vous à l'aise d'y répondre. Merci à tout le monde. Passez une belle